22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. À l'approche du 46e anniversaire, la nation se prépare à célébrer en grande pompe cet événement national et les préparatifs pour la commémoration de cet anniversaire se poursuivent. Et concernant le sommet de Paris, consensus complet pour reformer la finance mondiale. Bonsoir à tous. Des messages de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement, de responsables d'organisations régionales, continentales et internationales, ainsi que de hauts dignitaires de pays frères et amis, continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Ces messages qui ont trait aux festivités liées à la commémoration de la fête nationale djiboutienne souhaitent tous santé et bonheur au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de développement au peuple de Djibouti. Au contenu distinct, donc plusieurs de ces télégrammes saluent les transformations positives enregistrées continuellement à Djibouti sous le leadership du président Guelleh. D'autres rendent un hommage appuyé à la République de Djibouti pour son mérite à demeurer un havre immuable de paix dans une région trop souvent en proie aux conflits et crises. À noter d'autres messages soulignant le précieux appui de Djibouti à la communauté internationale dans la stabilisation et la pacification de cette partie du monde continue également d'affluer. Dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance, l'annexe Hayablé de Balbala a accueilli une soirée musicale d'envergure présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden. Cette cérémonie a réuni de nombreuses personnalités telles que le président de la commune de Balbala, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale ainsi que les parlementaires de la banlieue de Balbala. Activité donc similaire cette fois-ci à Emily Hall dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. Une soirée musicale a été organisée, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden. Cette cérémonie a réuni de nombreuses personnalités djiboutiennes et était également présent à cette cérémonie la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Safia Elmi, et les habitants du quartier T3. C'était l'occasion pour les participants de célébrer l'indépendance de notre pays en compagnie de leurs dirigeants et de renforcer les liens entre la communauté et les responsables politiques. Et la commune de Boulaos a organisé vendredi après-midi une marche dédiée à la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance nationale, un événement qui a rassemblé de nombreuses personnalités, avec à sa tête donc le président de la commune de Boulaos, Abdelkader Iman, et le président de la commune de Balbala, ainsi que plusieurs autres personnalités et de nombreux habitants et associations du quartier 7, des jeunes actifs et des femmes et des personnes à besoins spéciaux. Cette marche qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale a permis de perpétuer la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. Elle a également offert un moment de retrouvailles pour tous les amoureux de la nation et de la paix.
Et direction la ville blanche de Tadjoura à présent, où Tadjoura donc se prépare pour célébrer le 46e anniversaire de manière festive. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a tenu une réunion avec les chefs de quartier de la ville blanche et de la société civile en présence du président du conseil régional. Cette réunion donc a été marquée par des activités de nettoyage et d'embellissement de la ville de Tadjoura afin de célébrer la fête nationale de manière appropriée, et la préfecture a joué un rôle essentiel dans l'organisation des festivités du 27 juin et vise à embellir la ville pour cette belle célébration de l'indépendance grâce à la collaboration des habitants de Tadjoura. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, a souligné que cette opération de préparation n'est pas passée inaperçue car l'engagement sans faille de la population témoignant de leur fort sentiment patriotique. Sabier se prépare également à célébrer la fête nationale de l'indépendance et a organisé à cette occasion une soirée d'animation culturelle ce week-end. La soirée Haute en couleur a vu la participation des autorités de la région, notamment du préfet et des parlementaires et du président du conseil régional, ainsi que toute la population à cette jogue, des danses traditionnelles et modernes ponctuées des sketchs suivis de récits relatant les épisodes illustres et marquants de la lutte pour l'indépendance était au programme donc de cette soirée. Dans le cadre des travaux de la 63e session de l'Assemblée parlementaire de l'OEACP qui se déroule à Bruxelles depuis le 19 juin dernier, l'ambassadeur Adel Mohamed Ileita a accueilli une délégation de parlementaires djiboutiens conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouaïs, et ses collègues de l'Assemblée nationale, avec un ordre du jour comprenant des multiples enjeux d'intérêt commun tels que la paix et la sécurité, la situation politique dans les États de l'OEACP et le commerce. Et donc les délégués parlementaires de cette assemblée ont entamé des échanges portant notamment sur le conflit au Soudan et d'autres pays en Afrique. L'ambassadeur Adel Mohamed Ileita a remis à Fernando Arias ses lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur et représentant permanent non résident de la République de Djibouti auprès de l'Organisation internationale d'armes chimiques. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'OIAC à La Haye et s'est suivie d'un entretien privé au cours duquel différents sujets ont été abordés entre l'ambassadeur djiboutien et le directeur général de l'OIAC. Et enfin, l'ambassadeur a assuré au directeur général du soutien et de la pleine coopération de Djibouti au travail louable que mène l'organisation sur le terrain. Dans un événement exceptionnel en matière de cybersécurité qui s'est déroulé au Djibouti Palace Kempinski, Fortinet s'est associé à Hypercube pour organiser un atelier. L'événement a abordé des sujets cruciaux tels que l'atelier sur la sécurité ainsi que la gestion des opérations de sécurité. Des experts de renom de l'industrie sont réunis pour partager leurs connaissances et leurs expériences offrant
ainsi aux participants une occasion unique de se familiariser avec les dernières tendances en matière d'accès zéro trust et de participer à des discussions enrichissantes avec des professionnels partageant les mêmes idées. L'événement a abordé également les préoccupations et les défis pressants auxquels les organisations sont confrontées dans le paysage de la cybersécurité en constante évolution. De Djibouti, la norme de sécurité doit augmenter. C'est pour ça qu'on a ramené aujourd'hui Fortinet, qui est la solution idéale pour développer notre pays dans le domaine de la sécurité. Il n'y aura pas seulement Fortinet. Fortinet, c'est le noyau qui ouvre la porte à des solutions sécuritaires. Il y aura d'autres qui vont suivre et on espère travailler avec tout le monde pour une Djibouti plus sécuritaire. Sport à présent, énième participation de la Fédération djiboutienne de judo et énième consécration. La délégation d'athlètes djiboutiens conduite par le coach Saad Aynan vient de frapper fort et pour cause. 2 médailles d'or ont été décrochées par les ABE djiboutiens, en l'occurrence Al-Jasser Radouane Mohamed et Malak Radouane Mohamed dans le cadre de l'Open de judo de Niamey au Niger qui se tiendra du 19 au 22 juin 2023. En effet, Al-Jasser a remporté la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 50 kg et offre ainsi la 2e médaille d'or après celle de l'Open de Yaoundé de novembre 2022. Malak n'a pas démérité avec une première participation couronnée de succès avec une médaille d'or dans la catégorie des moins de 48 kg dames. Mais l'escouade djiboutienne compte encore 2 autres athlètes, 2 noms qui auront beaucoup de choses à dire sûrement. Après le judo, nous allons parler de tennis de table. La garde-côte djiboutienne remporte le championnat national de tennis de table et conserve son titre pour la 2e année consécutive en battant l'équipe de la gendarmerie nationale. La garde-côte djiboutienne a une fois de plus prouvé sa supériorité sur les tables de tennis de table en remportant brillamment le championnat national et en conservant son titre pour la 2e année. L'équipe de la garde-côte a remporté la finale en battant l'équipe de la gendarmerie lors d'un match intense et captivant qui a suscité l'admiration des spectateurs présents. La victoire de la garde-côte djiboutienne lors du championnat national de tennis de table renforce son statut en tant qu'équipe dominante dans ce sport et témoigne de sa détermination à maintenir sa suprématie. Et l'équipe de la garde-côte est prête donc à relever de nouveaux défis et à représenter fièrement Djibouti dans les compétitions nationales, régionales ou internationales à venir. Direction la région de l'Unité à présent, où après le lancement officiel du système intégré pour les préfectures dans la région de Tadjoura, hier ce fut au tour de la région de Dikil d'inaugurer cet événement marquant une avancée majeure dans la modernisation de l'administration préfectorale. Cette inauguration marque une étape décisive de la vision d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la qualité des services administratifs au sein de notre pays. Cet événement s'est déroulé en présence du préfet de Dikil, Hassan Abdeloblé, du directeur des études de la planification de l'ANSI, de l'équipe du projet et des agents préfectoraux. Et cet agent, donc, lors de son discours, le préfet, Hassan Abdi Roblé, a rappelé que le projet découlait de la vision du président de la République. Il participe à offrir une évolution numérique et ainsi faciliter toutes les procédures administratives afin d'éviter aux citoyens tout déplacement inutile. Ateliers de formation qui se sont déroulés dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes à une phase qui est charnière de ce projet, qui est la remise des certificats des agents préfectoraux qui ont été formés.
Donc ce projet aussi s'inscrit dans une série d'initiatives que l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État a initiées, entre autres le réseau intégré de l'État, le data center gouvernemental, la messagerie gouvernementale, une série de projets, la modernisation du système des impôts. Il était temps de moderniser aussi les démarches administratives auprès des préfectures. Donc vraiment, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous allons avoir une présentation de l'expert. L'expertise aujourd'hui est nationale, ça aussi c'est une fierté. Et je vous propose également de suivre l'intervention du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdiloblé. Les représentants de l'ANSSI, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour le lancement officiel du système intégré de la préfecture. Ces projets marquent une étape importante dans notre quête constante d'amélioration de la prestation des services administratifs, de modernisation de l'administration publique et de promotion de la transparence. Ces projets découlent de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à moderniser et à améliorer les services administratifs, à placer les citoyens au cœur de nos préoccupations et à bâtir une administration publique résolument tournée vers l'avenir. En effet, le gouvernement ou l'administration électronique s'est révélé être un vecteur essentiel de réformes et de modernisation du secteur public, apportant des améliorations tangibles dans la délivrance des services, la participation citoyenne et l'environnement des affaires. L'objectif de la modernisation de notre préfecture est d'améliorer l'expérience des citoyens en leur offrant des services plus accessibles, conviviaux et efficaces. Aussi, la clé du succès du gouvernement au niveau régional est de s'engager constamment auprès des membres de la communauté et de répondre efficacement et rapidement à leurs besoins. Une forte délégation conduite par l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti s'est rendue dans la ville de Bok ce week-end. Une délégation qui s'est rendue pour une visite de courtoisie auprès des officiels de la région de Bok. La visite a débuté par la préfecture, chez le préfet donc de Bok, Moussa El Migane. Et après plus d'une heure d'échange fructueux avec le préfet et ses hôtes de marque, au menu des discussions, le lien fraternel existant entre Djibouti et la Turquie. Et la délégation a poursuivi sa visite de courtoisie en se rendant par la suite au conseil régional de Bok, où ils ont été accueillis par le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. L'ambassadeur turc s'est longtemps entretenu avec le président du conseil régional sur les relations fraternelles entre les deux pays, et plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre concernant la ville de Bok, sur ses potentialités et ses perspectives qui permettraient de se développer. Le ministère des Hajj et de la Umrah du Royaume d'Arabie Saoudite a organisé hier une exposition en faveur des pèlerins djiboutiens qui se trouvent actuellement à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Plusieurs gammes de photos ont été exposées, comme le pèlerinage à la Mecque, son évolution historique au fil des décennies, ainsi que les différents rois qui se sont succédés au trône et leur contribution au développement du pays et des saintes mosquées. Après une visite guidée, les invités de marque, qui ne sont que les pèlerins djiboutiens, ont visionné un petit documentaire qui retraçait l'état de la Mecque depuis plus de dizaines de décennies, son état actuel, ainsi que les projets sur le futur de la maison du Seigneur, la Mecque, appelée donc Pilgrim Experience, l'un des programmes de la vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite. Le salon familial saoudien, le premier véhicule du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, qui date de plus de 70 ans, ainsi que d'autres accessoires de la tradition saoudienne ont été présentés dans cette exposition. De l'Arabie Saoudite, où nous avons vu et revu un peu l'histoire de l'Arabie Saoudite, l'histoire de la Mecque et la vision 2032, où les Saoudiens visent qu'en 2032, Inch'Allah, Mecca ne sera que haram. Il n'y aura plus d'autres choses à faire que pour le Umrah et le Hajj. Tout se passe dans de bonnes conditions. Le ministère des Waqf, des Affaires musulmanes, a tout fait, n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit dans un confort. Nous sommes dans des bâtiments vraiment neufs, flambant neufs, où nous sommes vraiment les premiers habitants. Nous avons des bus qui nous ramènent à chaque prière, matin, midi, soir, aller et retour. C'est vrai, avec l'embouteillage, il y aura peut-être quelques
couac, mais c'est ça. Al-Hajj, c'est comme ça. Wallahi, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Et Inch'Allah, pour Mina et pour Arafat, le reste sera aussi comme c'est maintenant. Et on souhaite à tout un chacun que Dieu le ramène jusqu'ici, Inch'Allah ta'ala. En nouvelles du monde à présent, le sommet de Paris s'achève sur un consensus complet des dirigeants pour réformer les organismes financiers mondiaux, a déclaré le président français Emmanuel Macron hier. D'autres dirigeants mondiaux ont également apporté leur soutien à l'idée de réformer la Banque mondiale et le FMI, les institutions dites de Bretton Woods, créées après la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident. La France avait présenté le sommet de 2 jours pour un nouveau pacte mondial de financement comme une occasion de discuter des idées avant un ensemble de réunions économiques et climatiques majeures. Cette année, plus de 350 militants pour le climat avaient saisi l'occasion pour manifester au pied de la statue de la République à Paris et demander notamment la taxation des pollueurs. Si consensus il y a pour avancer en direction d'une réforme du système financier mondial, aucune déclaration majeure et seules quelques avancées vers les pays pauvres ont marqué la clôture de ce sommet de Paris. La Banque mondiale prévoit ainsi d'intégrer à ses accords avec les pays les plus vulnérables une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention.